Ouais, alors moi, mon tech café, je l'aime bien, bien noir, quoi, bien acide, quoi, quand il te racle un peu la tronche, quoi, tu vois. J'aime bien quand ça tape sur Meta, quand ça tape sur Apple, j'aime bien quand ça critique la finance de la tech. Ça me plaît beaucoup, ça. En général, mon petit tech café, je le prends en voiture, voilà. D'ailleurs, il va falloir que vous m'expliquiez, là, les gars, ce que vous avez avec le café, là. Parce que l'autre podcast que j'écoute sur la tech, c'est celui de geekzone.fr, et il s'appelle Torréfaction. Donc, Tech Café, torréfaction, le mec en plus je crois s'appelle Caféine, enfin, qu'est-ce que c'est que votre histoire avec le café là? Vous voulez tous nous énerver avec la tech? Vous avez envie de nous éclater la tech? C'est ça? Tu veux qu'on t'éclate la tech? Bref, c'était Romaric Briand, animateur de la cellule, rôliste, critique enthousiaste, et j'écoute Tech Café, sans m'énerver. Salut les Guillaume, moi c'est Alexis et je vous suis sur Patreon depuis quelques années, pas aussi vieux que Tablette Café, mais bon. Au début j'étais un peu partagé entre le rendez-vous tech de Patrick Béja et Tech Café, et ce qui a fait pencher la balance, c'est le ton enjoué de Guillaume, il se reconnaîtra, et ce qui a confirmé l'essai, c'est les descriptions fantasmagoriques délirantes de l'autre Guillaume à propos de la tech. Mon lieu d'écoute, c'est principalement la voiture. Alors on pourrait trouver ça comme dégradant, mais en fait justement c'est un beau compliment que je vous fais, parce que dans ma vie il y a 2 podcasts. Je mélange un peu podcast et vidéo YouTube dont j'écoute que l'audio. Il y a ceux que j'écoute en faisant autre chose, et cette autre chose me demande de la concentration. Et il y a le reste dont vous faites partie, où je dois être assez concentré pour suivre un peu l'histoire, les échanges, les notes d'humour. Et ça, par exemple, je le fais en voiture où la conduite est un peu un automatisme. Voilà, content de faire partie de l'aventure avec vous, et je pense continuer encore pendant pas mal de temps. Ciao. Salut Tech Café, c'est toujours un plaisir de vous écouter chaque semaine, décortiquer l'actualité. Moi, ça me fait gagner un temps fou sur ma veille. Franchement, continuez comme ça, c'est hyper distrayant. Merci. Salut les Guillaume et salut les auditeurs de Tech Café. La petite bafouille que Guillaume tu as proposé de t'envoyer, la voici. Moi, Tech Café, je me rappelle de Tablette Café déjà, donc je suis un auditeur d'assez longue date. Je me rappelle aussi du Tipeee auquel je participais, donc je participe depuis aussi assez longtemps et presque en continu. Fier patriote aussi, comme beaucoup de monde que l'on croise sur le Discord. Donc la communauté Tech Café, je la trouve absolument géniale, et j'ai quelques bons souvenirs de Tech Café, notamment, comme tout le monde, les castors. Ça, c'est classique. Les castors, sans autre forme de procès. Mais je me souviens d'une chronique des composants où Guillaume Pochaspala a expliqué les mécanismes de l'émulation en s'appuyant aussi sur son bouquin, que j'ai lu au passage, suite à cette chronique. Et ça fait partie des choses qui m'ont vraiment hooké. Comme on dit ici au Québec, ça m'a vraiment accroché. Puis cette capacité d'expliquer de façon claire, simple, concise et abordable que Guillaume a est exceptionnelle. Et puis toi, Guillaume Vendée, tu es, outre c'est très agréable d'entendre, tu as une capacité d'animer, de rebondir, et c'est un plaisir de t'écouter. Et votre duo fonctionne merveilleusement bien. Donc la 300e, c'est une super un super jalon, et on vous en souhaite 300 de plus, et on vous supportera là-dedans. Allez, la bise, ciao. Bonjour à tous les fans de Tech Café. Alors moi je voulais dire que je supporte Tech Café parce que je trouve que c'est un très bon résumé de l'actualité tech, et ça me permet d'avoir le bon résumé sans avoir besoin d'acheter un magazine ou de lire plusieurs journaux, etc. Donc n'hésitez pas à le supporter surtout. Et puis en plus, il y a toujours un petit peu d'humour, ce qui n'est pas désagréable. À bientôt. Vous
Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. On va bien sûr parler de tech avec des sujets assez politiques et des sujets qui parlent d'intelligence artificielle. En fait, probablement parmi les thèmes les plus remarquables parmi ceux qu'on aborde dans le podcast habituellement. Nous sommes le 6 décembre 2022 et c'est l'épisode, roulement de tambour, 300. C'est fou, 300 épisodes. Et je dirais même en fait plus de 300 épisodes parce qu'on compte que les épisodes hebdomadaires avec cette nomenclature. Mais il faudrait y ajouter tous les suppléments, toutes les chroniques des composants. Vous avez entendu des messages d'auditeurs et de patriotes et ça fait honnêtement tellement plaisir d'entendre ces messages. Merci. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, comme c'est le cas maintenant depuis de nombreux épisodes qu'on a toujours un immense plaisir à vous lire et à vous entendre, à retrouver. Et je partage votre sentiment, c'est Guillaume Podjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien et oui, c'est vrai que ça fait très plaisir ces messages. Forcément, ça nous motive à continuer, mais ça nous met un petit peu la pression aussi parce qu'on se dit il faut être à la hauteur, quoi. Tu vois, c'est effectivement pas facile. Ça met une petite pression, mais une pression saine, hein, on va pas vous mentir, donc continuez à nous mettre une pression saine. Et t'es mentionné, c'était Romaric notamment qui disait mais qu'est-ce que vous avez les podcasts tech à parler de café, etc. Alors j'avoue que je suis pas très au courant de tous les podcasts qui utilisent le terme de café. Nous, on peut revendiquer une forme d'antériorité. Hein. Peut-être ça fait plus de 10 ans que Tech Café existe. Donc j'imagine et envie, à la limite, j'ai envie de créer la légende en disant qu'on a été le premier podcast dont le titre a intégré une notion de café. Moi, l'origine au départ, vous le savez, hein, c'était Tablette Café. Vous l'avez aussi entendu un petit peu évoqué très rapidement, qui était un podcast. À l'époque, l'ambition, c'était de parler de tablettes tactiles. Parce que j'avais la conviction, à l'époque, une fois de plus je me trompais, la conviction que les tablettes allaient changer l'informatique personnelle. Bon, un peu, mais probablement pas. Mais oui, autant, les iPads, ouais. remarque. Tu trouves ça... quand même ? Oui, si, le tactile est partout, tout ça, on peut dire que c'est vrai. T'as raison. Ça c'est un petit peu dissolu comme ça dans tout ce qu'il y a, tu vois, c'est omniprésent. Effectivement, t'as raison, le côté tactile. Bon, écoute, pareil, revendiquons-le en tout cas comme ça. Et puis café, pourquoi café ? Parce que c'était pas tant la boisson. J'aime beaucoup le café. Est-ce que tu bois du café ou du thé ou autre chose, toi, Guillaume ? Moi, je bois plutôt du café, ouais. Ah, bon, alors, du coup, on est raccord sur les boissons. C'était pas les boissons qu'il était question d'évoquer avec le titre, mais plutôt le côté conversationnel. Alors, c'est rigolo parce qu'avec le temps, on se rend compte qu'on a perdu un petit peu ce côté échange informel. De plus en plus, je pense que vous avez senti qu'on travaillait le format des épisodes. Non pas qu'on veuille une nomenclature d'épisodes comme sont formatées les émissions de radio, mais effectivement, on est passé un petit peu à côté avec le temps du schéma un peu conversation pour plutôt installer sous forme de chronique un peu établie. J'ai l'impression en tout cas que ça vous plaît. J'ai l'impression qu'effectivement, vous le dites suffisamment souvent pour qu'on commence à le croire, que notre duo de voix et de personnalité vous paraissent extrêmement complémentaires et vous apporte un contenu qui vous plaît dans son approche. Donc écoutez, on en est évidemment ravis et on n'est pas prêt de s'arrêter. On va en profiter d'ailleurs au passage pour faire un petit coucou à des personnes parce que évidemment on se dit 300, on aurait pu faire quelque chose de festif. Je pense qu'à ce stade, c'est plus forcément nécessaire de faire des événements particulièrement festifs. On avait fait, je me rappelle, c'était pour l'épisode 100 ou 200, je sais plus, mais un quiz notamment. Je crois que c'était pour l'épisode 100. Et ça, évidemment, il n'était pas forcément question de le refaire. Et on a préféré vous livrer un épisode un peu traditionnel, un peu vitrine, un peu emblématique de ce que vous pouvez écouter dans Tech Café. Mais on va quand même faire un coucou à Pierre. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit meilleur que les autres ? Ah non, merde. Oh non, oui, si. Non. Alors, je sais pas, on va plutôt l'appeler l'épisode tête de gondole. Tu vois, vitrine, effectivement, il faut qu'il soit meilleur que les autres. Tête de gondole, c'est ce qu'on veut un peu promouvoir. C'est là qu'on savonne tous les deux et qu'on se viande, tu sais. C'est le pire épisode, évidemment. C'est le pire. Eh ben, ça fait partie des risques des métiers. Écoute, on va l'assumer. Mais on va quand même faire un coucou. Alors, à plein de monde, on va d'abord faire un coucou à des personnes qui sont installées historiquement dans Tech Café et qu'on accueille évidemment toujours avec grand plaisir. Notamment Pierre-Olivier Dibman qui était présent et un petit peu moins parce qu'il a des obligations personnelles ces derniers temps qui l'empêchent d'être plus présent. Mais on désespère pas de le faire revenir. Cassim, qui est toujours présent pour compléter un peu ce qu'on peut raconter avec son professionnalisme. Cassim Kedfi, forcément. Et puis un petit coucou à Cédric, aussi, hein, Cédric Tamboise, qui fait partie des fondateurs de Tablette Café à l'époque, qui était derrière le site tablettetactile.net et qui avait répondu présent à ma proposition initiale de lancer un podcast. Il était enthousiaste. Pour la petite anecdote, il est plus forcément non plus, lui aussi, dispo pour le podcast, mais
c'est vraiment devenu un copain. On se voit au moins forcément une fois par an. On a l'occasion d'échanger évidemment de manière très privilégiée et j'en suis très fier. Et puis on peut lui faire un coucou parce que je suis sûr aussi qu'il écoute cet épisode. Et puis on peut faire aussi un coucou sans pouvoir les nommer exhaustivement, mais toutes les personnes qui ont eu la gentillesse d'être présents dans un épisode de Tech Café. Et puis surtout, on va faire un très gros bisou et un très gros coucou à toutes les personnes qui nous soutiennent sur Patreon parce que Patreon fait aussi partie de l'aventure maintenant, cette plateforme de socio-financement qui nous permet d'être rémunérés pour le travail et le temps qu'on passe pour préparer, construire, diffuser, animer le podcast dans le temps. Un grand merci à vous qui soutenez Tech Café via Patreon. On fait d'ailleurs un petit clin d'œil à Christian Ravois-Angie qui est le dernier à soutenir Tech Café sur Patreon. Donc merci beaucoup à toi aussi et bienvenue par avance à vous qui envisagez le fait de soutenir le podcast. C'est sur patreon.com/techcafé et le lien, comme tous les liens et toutes les sources qui sont abordées dans le podcast, sont dans les notes de l'épisode. Et enfin, pour conclure ce tour de piste d'introduction de cet épisode 300, on va aussi faire un clin d'œil à Sébastien Tonard qui a déposé un avis sur Apple Podcast il y a de ça 3 jours et il dit « Un podcast qui propose un regard éclairé sur la tech et qui ose débattre sur ses dérives. Bref, on entend les bottes de Staline en fond de l'émission. Je plaisante. » Et oui, il fait référence effectivement aux remarques exacerbées qu'on avait eues qui nous caractérisaient comme étant des gauchistes. Le sommes-nous? On vous laisse préciser ce point-là. Continuez votre excellent travail d'information. Je souhaitais juste troller un peu les excités de l'alt-right pour qui une critique de Elon Musk ou un débat sur les dérives de liberté d'expression absolue, c'est de l'extrême gauche, comme il l'écrit. Merci beaucoup à toi, Sébastien. C'est évidemment toujours un plaisir quand on voit vos avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict ou d'ailleurs les petites étoiles qui se cumulent sur Spotify. Continuez. Merci. Nous, on continue et donc sans autre forme de procès, comme le veut la tradition, on va parler un petit peu de politique. Ne partez pas tout de suite, on va pas parler des députés et des ministres, quoique, en tout cas c'est pas ceux dont on a prévu de parler dans cet épisode 300, mais plutôt évidemment, vous le savez maintenant, de l'application de la tech dans le monde politique. Et s'il y a bien un sujet qui revient régulièrement, qui est toujours aussi passionnant et qui a assez emblématique sur le plan législatif, c'est cette fameuse section 230 qui est un élément central parce que on a 2 entreprises qui sont devant la Cour suprême aux États-Unis, qui vont l'être, c'est Google et Twitter. Tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi, Guillaume, est-ce qu'ils sont à nouveau sur le devant de la scène sur le plan juridique? Ben ouais, écoute, après son coup d'éclat sur l'avortement, cette fois-ci, la Cour suprême va traiter un dossier qui concerne directement Google et Twitter et leur gestion des contenus terroristes. Donc il y a 2 cas, il y a Gonzalez versus Google, qui est un procès intenté par une famille qui a perdu un proche dans l'attaque de Paris, par le I, en 2015. Donc YouTube aurait toléré en connaissance de cause de la propagande de l'État islamique. Pire encore, en recommandant ses vidéos à d'autres, il aurait carrément fait du prosélytisme pour lui. Et l'autre cas, c'est Twitter versus Taamneh, qui est similaire, mais qui concerne des attaques en Turquie. Donc dans les 2 cas, les plateformes sont protégées par la section 230, donc elles ne sont pas responsables des contenus postés par leurs utilisateurs. En général, ça suffit. C'est arrivé de multiples fois par le passé déjà, les procès et même les demandes d'appel n'aboutissent pas. Sauf que là, ces 2-là se retrouvent quand même devant la Cour suprême, c'est pas habituel, et ça constitue un risque sérieux pour les habitudes un petit peu de la tech, parce que l'angle d'attaque se focalise en particulier sur la recommandation. D'accord, héberger des contenus terroristes trop longtemps, peut-être c'est protégé par la 230, mais les recommander, est-ce que c'est protégé? Techniquement, il n'y a rien d'explicite là-dedans dans le texte. Donc il y a un système de recommandation sur les 2 plateformes, est-ce qu'il peut être considéré comme un choix éditorial, ce système de recommandation, qui engage du coup la plateforme et sa responsabilité. La question n'est pas nouvelle, mais là, elle arrive quand même devant la Cour suprême, une Cour suprême qui est conservatrice, dans un climat politique assez tendu, où tout le monde lui en veut, tout le monde a quelque chose à lui reprocher, à la tech, à la 230, à toutes les lois qui les régissent. Donc, si la Cour suprême décide, dans l'un ou l'autre cas, que Google ou Twitter ou les 2 sont coupables, évidemment ça va faire date, et ça va radicalement changer la donne, puisque évidemment, après ça va remettre en question tous les algorithmes de recommandation chez tout le monde, et ça sera un vrai séisme. Donc Google et Twitter se défendent évidemment en disant essentiellement que ils font tout ce qu'ils peuvent, que la tâche est très difficile, et qu'on peut pas leur reprocher de n'être pas parfait, dans le ménage qu'ils font régulièrement. C'est vrai que YouTube, évidemment, met de gros moyens dans son nettoyage, même si c'est pas parfait. Donc, est-ce que ça va suffire? Est-ce que, comment va réagir la Cour suprême? C'est quand même assez intéressant, donc à suivre, je suppose.
La question est hyper épineuse. T'imagines, t'es juge là et tu reçois ce dossier d'un Cour suprême. Bon, t'as demandé à l'aide quelque part. Enfin, t'as pas choisi d'être un simple observateur podcastique quand tu fais partie de la Cour suprême, et ça doit pas être évident finalement de trancher parce que c'est vraiment central. T'as raison de le dire dans la vision des choses. Est-ce que recommander un contenu, c'est quelque part comme l'héberger? Moi, je trouve qu'à l'époque d'Internet en 2022 et de la diffusion de l'information, le simple fait d'héberger des contenus, ça suffit plus pour moi. Si jamais ce contenu il est vu par personne, l'héberger, ne pas l'héberger, quelque part c'est pas trop le problème. Je repense d'ailleurs à la visibilité des vidéos sur YouTube, hein. Tu sais, quand tu veux pas rendre une vidéo accessible sur YouTube, tu peux la rendre donc justement non accessible ou privée. Donc je trouve que c'est assez central cette vision. Je sais pas toi, c'est quoi ton sentiment là? Demain t'es juge et tu dois te positionner là-dessus. Tu partirais plutôt sur quelle position là-dessus? C'est sûr que c'est super important, la visibilité, la mise en avant des contenus, c'est évident que c'est important. Après, toute la question, c'est de savoir si, même si c'est quelque chose de central, est-ce que ça engage la responsabilité? Et là, ça dépend comment l'algorithme se comporte. Donc du coup, on revient encore sur une notion de transparence de l'algorithme, c'est-à-dire comment il fonctionne, dans quel but, pourquoi, et est-ce que ce fonctionnement est compatible avec le bien-être de la société, quoi. Et ça, c'est une question qu'on va peut-être pas forcément pouvoir éviter pour toujours, hein. Bah oui, forcément, il faudra tôt ou tard, en tout cas, prendre acte et inscrire des choses. On leur fait confiance et ça a des implications, ne serait-ce que par exemple la mise à disposition des contenus qui sont hébergés sur des sites web, mais dans les moteurs de recherche. Hein. C'est abordé évidemment dans les articles qui sont cités dans les notes de l'épisode. Ça continue sur le plan juridique, Guillaume, pas que sur de la section 230, mais aussi sur la distribution des applications. Et là, il y a une énorme class action aux États-Unis qui vise Google, mais ça fait un peu penser, tu sais, à ce mème du personnage qui passe à l'écran et qui regarde de travers et qui passe en se disant ok, j'ai rien vu. Effectivement, Apple doit pas être à l'aise dans ses deux souliers à ce sujet. Écoute, puisque c'est la section procès, on continue avec Google, qui se retrouve officiellement avec une class action, mais vraiment massive, plus que 21 millions d'utilisateurs elle concerne. Alors c'est les utilisateurs de Google Play dans 12 États américains qui l'accusent donc de pratiques anticoncurrentielles. Étrangement, on reproche essentiellement à Google exactement la même chose qu'Apple, donc c'est-à-dire ne pas laisser sur Android d'autres App Store que le sien. La pénalité maximale encourue c'est 4,7 milliards, le procès démarra en juin 2023. Je suppose qu'Apple effectivement va le suivre avec attention, parce que, pour le coup, c'est vrai que ce procès me semble assez farfelu, parce que il est possible, sur Android, d'installer d'autres App Store. Il est extrêmement difficile, je pense, de démontrer que l'existence du Google Play, ou en tout cas sa position dominante de fait, quand même, qui est vraie. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est quand même le store, en tout cas en Occident, qui est le plus utilisé, très largement. Mais enfin, ça va être très difficile d'aboutir, de prouver qu'il va aboutir à des prix plus élevés pour le consommateur. Parce que si on regarde la concurrence, je crois qu'à peu près tout est plus cher sur l'App Store. Sur iOS en général, c'est plus cher. Alors franchement, j'en sais rien du tout. Mais c'est bien possible. T'as raison, moi, c'est l'impression que j'avais eue. Enfin bon, c'est l'impression que j'avais eue. Maintenant, il faudra voir. Mais tu vois, donc je vois pas par quel miracle Google pourrait être inquiété. Franchement, ça me paraît vraiment bizarre. Par contre, tout ce qui lui est reproché s'applique beaucoup mieux finalement à Apple. Sur iOS, parce que sur iOS, effectivement, on ne peut pas installer des applis autrement que via l'App Store, c'est le seul App Store. On ne peut pas essentiellement éviter la commission pour l'achat in-app, donc oui, cette commission, c'est une autre manière, elle sera d'une manière ou d'une autre payée par l'utilisateur au final, tu vois. Donc il y a bien effectivement une histoire de coût aussi, donc je sais pas, cette class action me semble se planter complètement de cible, ce qui est vraiment bizarre. Mais après, voilà, je crois qu'il y en a un qui entend les balles siffler comme ça autour de lui. En plus, pour être précis, la class action, donc, elle reproche à Google le fait d'avoir averti de manière fallacieuse les risques d'achat d'applications en dehors du Play Store. À la limite, même la class action, si je dis pas de bêtises, elle reproche pas à Google d'empêcher l'installation d'applications en dehors du Play Store, mais juste de la manière dont c'est présenté. Et donc, c'est d'autant plus effectivement bizarre de voir ça appliqué à Google, alors que pour Apple, ça marcherait si bien. Bon, c'est sans doute l'étape 2. Tu sais, c'est un peu le bêta-test. Dans les développements d'applications, il y a des bêta-tests. Là, c'est le bêta-procès, la bêta-class action. On continue notre tour du monde des environnements politiques pour aller en Australie. Et très souvent, vous le savez maintenant, très régulièrement, quand on parle de l'Australie et de la tech et de la politique, on parle de la manière dont sont distribuées les informations par les plateformes comme Facebook et Google. Ça avait fait d'ailleurs des émules en France, cette loi australienne qui visait à obliger Google et Facebook à payer les médias pour utiliser leur contenu, leurs articles, dans leur plateforme.
Et notamment pour Google, évidemment, pour Google Actualité. Alors, est-ce qu'on a un petit peu de recul sur ce sujet, Guillaume ? Bah écoute, ouais, cette taxe, elle marche bien, là, parce que ouais, les taxes, c'est relax. Ouais, non, je sais, c'est nul, les taxes. Mais il faut pas trouver, il faut trouver un truc qui rime avec taxe, hein, c'est pas facile, hein, par thorax ou tampax, c'est pas facile le boulot publicitaire, c'est vrai. Est-ce que t'as demandé à GPT ? Non, j'ai pas demandé, mais j'aurais dû. On en reparlera. Je vais essayer. Mais bon, bref, ouais, en Australie, donc on a fait un premier bilan de la loi qui obligeait donc Google et Meta à négocier des compensations avec les organes de presse, dont ils relayaient les news. Et ben, on est content en Australie. Voilà, il y a plus de 30 accords qui ont été signés, et certains, je sais, c'est vague, mais il y a pas de chiffres, hein, ont même conduit à embaucher des journalistes. Youhou! Non, franchement. J'aime quand c'est des journalistes. Des nouveaux postes de journalistes. Je pense qu'on n'a pas vu ça depuis 2005. Donc, si la loi est pour le moment un succès, je cite, hein, il manque encore un cadre formel clair pour étendre le dispositif, parce qu'il voudrait étendre tout ça. Google se félicite même de ses collaborations, lui aussi. Donc, bon, lui, voilà, il a l'air d'être plutôt beau joueur. Meta, lui, il n'a pas commenté. Mais Meta, il doit faire son boudin, parce qu'en ce moment, c'est au tour des États-Unis de s'y mettre. Il faut faire, en fait, plus ou moins, ils projettent une loi qui ressemble beaucoup à celle de l'Australie. Et comme d'habitude, Facebook menace d'arrêter d'afficher des news s'ils sont forcés de payer. Bon, je les vois pas trop passer à l'acte, mais bon, allez savoir. Donc voilà, là ça doit encore passer devant le Sénat, mais voilà, il semble qu'on tienne une petite tendance là quand même. Ouais, est-ce que tu crois qu'au Sénat, ils s'échangent des fax ? Bon, j'aurais essayé de trouver des mots qui riment en axe et c'est pas très pertinent. Désolé. On change de pays et on change même quelque part de philosophie et de manière de distribuer la tech. Pour revenir en Chine, alors on a parlé de la Chine durant les derniers épisodes de Tech Café parce qu'il y a évidemment eu des événements assez marquants qui prenaient la forme de manifestations très importantes, du jamais vu en Chine. L'objectif, c'était de protester pour une bonne part des citoyens contre les directives zéro Covid qui étaient extrêmement restrictives. On a en tête cet emblème de la manifestation avec des personnes qui brandissent des pages blanches. On en a parlé. On a quelques infos complémentaires, Guillaume, sur la manière dont c'est un peu organisé cette série de protestations d'ailleurs. Non, mais enfin, déjà, ça semble avoir marché, c'est ça qui est fou, quoi. Tu vois, la Chine semble commencer à envisager d'assouplir légèrement sa politique du zéro Covid. Alors grâce... Bon, eux, ils disent, voilà, ça, c'est grâce au caractère moins dangereux du variant Omicron et de l'avancée de la vaccination. En tout cas, c'est la vice-première ministre assure que la Chine fait face à de nouvelles circonstances qui les amènent un petit peu à changer de politique, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout les protestations qui ont été d'une véhémence inédite, hein, qu'on a vu la semaine dernière, rien à voir. Des protestations qui ont beaucoup été en ligne, donc on en a parlé, et qui démontrent encore une fois la subtilité avec laquelle les Chinois ont appris à tester les limites de la censure et à les contourner. Par exemple, il y a un truc qui m'a bien amusé, c'est que les manifestants se sont appropriés les équations de Friedman. Alors, ce sont des équations génial, ça. C'est des équations de la relativité générale, les équations de Friedman. Voilà, c'est un univers isotrope et homogène. Bon, c'est à la base de la plupart des modèles cosmologiques, mais ça, on s'en fout complètement. L'important, c'est que Friedman, ça sonne comme un Freeman, du coup, homme libre. Et du coup, il y a des morceaux de formules de relativité générale comme ça qui se sont retrouvés dans les manifs. Il y a aussi eu, l'usage de noms de code comme aller balader, ou évidemment, ils utilisent des captures d'écran plutôt du texte, tu vois, pour ralentir la détection des mots-clés, etc. Des trucs un peu classiques, hein. Et il se trouve aussi qu'après le gros des protestations, alors que la censure tournait à plein régime sur les réseaux sociaux, il y a l'ancien président Jiang Zemin qui est mort. Et bon, durant son règne, hein, entre guillemets, à Jiang Zemin, dans les années 90-2000, la Chine connaissait une croissance économique sans précédent et une relative ouverture. Donc du coup, les hommages à Zemin se sont multipliés, hein, de manière, on va dire, plutôt plus ou moins normale, mais de manière beaucoup plus forte, j'ai l'impression, et ça formant en creux une critique assez vive du régime actuel par contraste. Donc voilà, au-delà de la subtilité, voilà, il y a des observateurs qui ont aussi constaté une ambiance différente, hein, vraiment cette fois-ci. Il y a beaucoup de gens, il y a des jeunes en particulier, qui ont été beaucoup plus directs dans leur critique, voire intrépides, en testant directement les limites de la censure et de la police. Et il y a aussi une nette progression des contre-mesures. Enfin, il y a un usage de plus en plus fréquent de Telegram, et de plateformes occidentales aussi, comme Instagram ou Twitter, via des VPN, puisqu'ils sont interdits dans le pays. Des VPN qui continuent d'exister en Chine, hein, même si il faut en trouver un qui soit vraiment efficace, ils arrivent, ils meurent, bon, c'est compliqué, mais quand même, ils en utilisent. Il y a aussi des outils comme AirDrop qui ont été beaucoup utilisés. AirDrop, ça permet de partager donc des fichiers, mais aussi du coup des informations. Tu vois, tu peux passer le mot, t'organiser aussi via AirDrop. Et c'était même tellement utile qu'Apple a été obligé de limiter AirDrop à 10 minutes d'affilée d'utilisation dans le pays. On sait... excuse-moi, oui, je te laisse terminer. Vas-y.
Non, on sait pas exactement. Il y a de bonnes raisons de penser que ça puisse être lié. Une des raisons aussi, alors bon, cette fonctionnalité d'AirDrop par défaut, elle est visible pour tout le monde en public. Par défaut sur l'iPhone, on est accessible et visible publiquement sur AirDrop, et ça pose des vrais problèmes de harcèlement, notamment par les femmes qui se voient envoyer des photos un peu problématiques sur leur téléphone par AirDrop, notamment dans les trains, etc. C'est quelque chose qui est très décrié depuis très longtemps, cette activation par défaut de AirDrop en public. Je pense que Apple bosse aussi sur ce sujet-là, probablement pour limiter ces abus, et donc par défaut le fait que ce soit pas visible en public et que ça puisse se désactiver rapidement. Effectivement, c'est quand même bizarre que ça arrive en premier en Chine, et ça arrange bien la manière de gérer la transmission d'informations en Chine, d'intervenir sur la durée limite d'AirDrop. Pardon, je voulais faire cette petite parenthèse. Okay. Non, mais d'accord, pas de souci. De toute façon, c'est vrai qu'on voit aussi, à l'opposé, il y a aussi eu évidemment la police qui a utilisé la technologie, les données glanées sur les réseaux sociaux, les données de localisation cellulaire aussi, pour envoyer la police disperser les manifestants avant même la formation des groupes. Ils ont aussi souvent inspecté les téléphones à la recherche d'applications antipatriotiques, tu vois. Bon, c'est assez banal de dire que la technologie peut à la fois donner des outils super d'émancipation ou d'asservissement, selon comment on l'utilise évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer cette confrontation finalement entre ces deux aspects se réaliser en direct pendant ce que certains appellent déjà la révolution A4. D'autant plus que le bilan semble pencher en faveur de l'émancipation pour cette fois. Malgré les moyens et l'expertise quand même des autorités chinoises, les réseaux sociaux semblent pas si simples à maîtriser totalement, et c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Alors, c'est que le début de l'histoire, on ne sait pas à quel point la politique de Xi Jinping va vraiment changer, à quel point elle va changer, comment ils vont gérer aussi la flambée des cas, que ça va mécaniquement donner, un assouplissement des mesures. Donc on verra bien tout ça, mais pour l'instant, c'était rafraîchissant de voir un petit peu ça, quoi. Tu sais que c'est marrant parce que ils ont utilisé donc les équations de Friedman, probablement parce que c'était trop tordu dans l'éventail des éléments qui étaient censurés et surveillés. Parce que moi, spontanément, j'aurais plutôt pensé au visage de Gordon Freeman, tu vois, dans Half-Life. Je me serais dit, tiens, brandir son visage, c'est peut-être, j'en sais rien, je sais pas, peut-être qu'auprès du public chinois, c'est plus facile d'identifier Gordon Freeman et son nom que les équations de Friedman. Mais bon, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas si connu que ça en Chine. Et peut-être surtout que ça fait partie de ces visages qui sont déjà censurés. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Non, je sais pas si Gordon Freeman est censuré, mais clairement... je serais pas étonné, en fait. C'est aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui, si tu sais pas, si t'es pas initié, tu peux pas comprendre, en fait. Mais plus que les équations de Friedman, tu vois, Bah oui. Faut connaître les équations de Friedman. Si, justement, oui, c'est ça. C'est ce que je te dis. Les équations de Friedman, s'il y a vraiment un côté communautaire. Oui, c'est ça. Si t'es pas au courant, tu peux pas deviner, c'est pas possible. On est en phase. C'est très beau, cette créativité, au passage. On se doit forcément, dans cet épisode, comme j'ai l'impression tous les derniers épisodes de Tech Café, j'ai l'impression que c'est parti pour continuer un petit peu, même si on traite de moins en moins longtemps ce fil rouge dans chacune des semaines. C'est, Guillaume, la semaine de Twitter. Et oui, puisqu'on parle des réseaux sociaux et de leur effet positif sur la société, pourquoi ne pas parler de Twitter ? Alors par où commencer ? Comme d'habitude, il y a eu 57 news sur Twitter cette semaine et ça tourne en bataille politico-culturelle. C'est fatigant, et Apple d'ailleurs a entraîné dans tout ce bordel alors qu'il a rien demandé à personne. Apple, il y a eu un entretien apparemment entre Elon Musk et Tim Cook, et Elon reconnaît finalement que la menace de suspension de l'app de Twitter, de l'app Twitter sur l'App Store, ce sera un malentendu. Enfin, de toute façon, ça n'a pas vraiment de sens, parce que de toute façon, si Twitter part vraiment en couille, encore plus, je veux dire, et qu'il devient comme parleur au Gab, je pense qu'il se fera traiter comme parleur au Gab, c'est-à-dire qu'il se fera jeter tant qu'Apple ne considère pas qu'il y a une politique de modération suffisante. Apple passe son temps à dire que sa plus grande force de son écosystème, c'est la sécurité. Ça m'étonnerait qu'il fasse exception pour Twitter s'il devient vraiment super toxique à un moment où bourré de scams ou ce que tu veux. Mais bon, voilà. Les publicitaires sont en train de revenir, apparemment, d'ailleurs, d'après Elon, toujours. Faut dire que c'est les soldes. C'est les soldes de janvier en avance. À une pub achetée, une pub gratuite. C'est que j'exagère à peine, en fait. Quand je dis ça, il a vraiment fait des grosses ristournes. C'est vrai. Donc, Apple aurait repris les pubs sur Twitter. La pause, en fait, aurait correspondu à la tuerie de masse dans un club gay du Colorado. Et donc, ça aurait eu aucun rapport avec Elon, si on en croit un ancien employé. Bon, après tout ça... Écoute, en tout cas, ça l'a pas empêché, Musk, de partir en guerre contre Apple quand même, et sa commission de 30%. Il fait vraiment des chauds froids, tu vois, tout le temps, là, c'est difficile, j'aurais presque de la compassion pour Tim. Donc voilà, dans la section Nawak, il a aussi auto-décidé d'arrêter de filtrer la désinformation Covid. Donc voilà, on peut toujours dire tout et n'importe quoi. Les vaccins tuent les enfants, ils injectent des puces 5G, je sais pas tout ce que tu veux.
Et à la suite de ça, la Commission européenne d'ailleurs a commencé à menacer purement et simplement Twitter d'être banni du continent s'il continue à faire n'importe quoi. Twitter a répondu d'ailleurs que sa politique n'avait pas changé, ce qui est totalement contradictoire avec son annonce donc. Je sais pas. En tout cas, Thierry Breton veut mener un stress test de Twitter début 2023 pour savoir si sa nouvelle gouvernance respecte vraiment les règles européennes. Bon, tout et son contraire en quelques jours, la routine, hein, je veux dire. Il faut aussi, je sais plus qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Ah oui, il a aussi absolument tenu à dévoiler la chaîne de décision qui a amené Twitter à ne pas publier les infos sur le piratage du portable de Hunter Biden. C'est une vieille histoire, enfin ça date d'avant l'élection de 2020, ça n'a jamais eu une pertinence folle, puisque Twitter a toujours dit qu'il ne l'avait pas publié parce que c'était de données piratées. Bon, mais ça semble pas être l'objet, hein. De toute façon Musk est politisé, et voilà, il appelle quand même sa centaine de millions de followers à voter républicain, il caresse ce bord politique dans le sens du poil. Pour le moment, selon le Washington Post, ça marche au moins un peu d'ailleurs, hein, puisque les hommes politiques démocrates perdent des abonnés, alors que ceux de droite, ceux des républicains, en gagnent. La différence n'est pas immense, mais elle est significative apparemment, et les républicains gagnent même plus d'abonnés que les démocrates n'en perdent. Donc il y a peut-être un début d'infléchissement politique. Apple donne plus au parti démocrate d'ailleurs, hein, et puis il suspend sa pub sur Twitter, donc c'est l'ennemi de la liberté d'expression, voire de la liberté tout court, et Elon veut le démasquer. Et puis ses followers aussi, puisqu'il a mis en ligne un sondage pour savoir si, est-ce qu'il faut qu'Apple révèle à quel point il censure ses clients. Bon, ok. Donc tout ça évidemment, c'est un problème de taxe, hein, c'est la taxe Apple, parce que forcément, 30% de chaque abonnement Twitter Blue, ça serait mieux dans la poche d'Elon que dans celle d'Apple. Donc essentiellement, c'est ça, hein, il y a besoin du maximum de fric, les commissions, ça le gonfle, ça peut se comprendre. Et bon, voilà, mais évidemment, avec Elon, il y a une politisation toujours plus importante, quoi. Hein. Quand Elon dit qu'Apple menaçait de virer l'app Twitter, il y a les politiques qui ont réagi, forcément. Il y a eu Klobuchar qui a réagi d'un côté, et puis il y a DeSantis de l'autre. Bon, le fait qu'il n'en ait pas été question, c'est pas grave, tu vois, le verre est dans le fruit. Bon. Donc évidemment, ça rejoint, si tu veux, le bataille avec Epic, hein, mais c'était une guerre commerciale, un peu technologique, tu vois, avec Elon, ça y est, Apple est entré dans une bataille culturelle, en fait. Une bataille sur les valeurs morales, carrément, tu vois, sur sa supposée orientation à gauche, ou sur sa vision de la liberté d'expression, etc. Bon, on verra bien. De toute façon, Apple, à mon avis, je pense qu'il voit passer ça assez placidement. Tim Cook, je pense que c'est l'exact opposé d'Elon Musk, au niveau du caractère, donc je pense pas que Apple répondra s'il n'est pas vraiment obligé, quoi. Ouais, ils ont répondu de manière assez intelligente, hein, d'ailleurs, Apple. Enfin, en tout cas, l'action de Tim Cook, elle est quand même assez remarquable. D'ailleurs, c'était le cas aussi avec Donald Trump. C'est quand même assez fou qu'on aime Apple ou pas, hein, et qu'on aime leurs produits ou pas. Il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient et souligner à quel point Tim Cook arrive très très bien à gérer les composantes politiques de ce type de troll particulièrement remarquable. Ce qui m'a marqué, c'est le graphique, Guillaume, qui illustre les évolutions du nombre de followers par un certain nombre de comptes politiques républicains et démocrates aux États-Unis. Il y a quand même ce graphique qui est dingue, de voir à quel point les courbes bougent, mais à l'arrivée même d'Elon Musk, quoi. C'est à se dire, ça illustre probablement à quel point ces prises de parole ont beaucoup d'influence, et notamment sur les composantes politiques. Moi, j'ai été marqué de voir. Alors, attention, il y a une histoire d'échelle. Quand même dans ce graphique, c'est ce que les changements sont importants quand même. Oui, c'est-à-dire qu'il y a clairement un infléchissement qui est factuel, quoi. Par contre, après, ça représente des pourcentages de followers pour chaque personne qui ne sont pas non plus démentiels. Oui, puis on n'a pas tout l'historique du graphique non plus. Peut-être que ça fait juste quelques mois que ça bougeait pas trop, et peut-être qu'avant ça a plus bougé. Enfin... Effectivement. On termine du coup, Guillaume, avec Elon Musk, ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, mais écoute, on peut parler un peu de Kanye West, c'est toujours rigolo, puisque Kanye West est encore banni de Twitter, je sais pas, moi, 3 jours après. Le mec, il est banni 2 fois, c'est un record, non? Je sais, je crois que c'était même pas possible, puisque tu pouvais pas revenir. C'est génial. Mais bon, après, Kanye, là, je pense qu'il nous fait une petite dieudonite, hein. Il est obsédé par les juifs, il part totalement en vrille, il doit être dans sa période maniaque. Donc après être allé taper la discute avec Trump à Mar-a-Lago, il est passé sur Infowars, hein, chez Alex Jones. Donc c'est signe qu'il est déjà trop tard pour lui, je pense, et il est déjà trop loin. Puis il a commencé à s'y lâcher sur les juifs, à finir par dire que, non, franchement, Hitler, il y avait du bon chez ce gars-là, faut pas exagérer quand même, allez. Puis après ça, il a posté une croix gammée sur Twitter, et là, Musk, il a bien été obligé de le revirer.
Bon, le naufrage de Kanye West, il est plutôt divertissant en soi, mais ce qu'il est moins, c'est qu'en réalité, des frappés qui pensent qu'Hitler est un petit peu injustement vilipendé par l'intelligentsia bien pensante des gauchistes politiquement corrects, il y en a plein d'autres sur Twitter, dont certains que Musk vient juste de faire revenir. Il y a comme par exemple Andrew Anglin, qui est le créateur du Daily Stormer, qui est un site suprémaciste blanc, et lui, c'est sans équivoque, il a encore écrit « Bon écoute, dire que t'aimes Hitler, franchement, c'est rien du tout. Tout le monde s'en fout, le mec est mort depuis 80 ans. Moi non plus, je vois pas le rapport, mais c'est pas grave. » Et donc il est partant pour voter Ye. Pour voter Kanye West, il se présente pour 2024, et effectivement, Ye a dit qu'il était partant pour la présidentielle. On aura sans doute l'occasion d'en reparler, surtout s'il gagne. Bon, s'il gagne, c'est pas moi qui vous en reparlerai, moi je serai probablement en maison de repos. Mais bon, voilà. En plus de ce gars-là, il y a à peu près 12 000 autres personnes, si on en croit l'ingénieur Travis Brown. Évidemment, il y a pas que des néo-nazis dans le tas, mais il y en a aussi. Parce qu'il y a déjà d'autres exemples. Il y a Richard Spencer ou Patrick Casey. Alors moi, je sais pas ce qu'ils faisaient, remarque forcément ces deux-là. Je sais pas, peut-être ils sont pas si méchants que ça. C'est peut-être pas des méchants nazis, c'est peut-être des gentils nazis qui faisaient des émissions de cuisine, tu vois, de la cuisine nazie, avec des petites recettes nazies, je sais pas. De fait, malgré les courbes au feutre montrées par Musk, il semble que le contenu haineux sur Twitter soit en hausse. Les insultes racistes ont été multipliées par 3, celles contre les trans sont en hausse de 62%, et les climato-sceptiques, alors eux, c'est la fête. Ils ont battu le record absolu, mais c'est sur l'année. Donc c'est pas forcément, tu vois, Musk n'a pas forcément contribué tant que ça. Mais cette année, il y a quand même eu 850 000 tweets ou retweets climato-sceptiques contre 200 000 l'an dernier. C'est 200 000 de mieux que l'an dernier. Et en 2020, il n'y en avait que 220 000, donc ça explose littéralement. C'est à tel point que quand tu cherches climat sur Twitter, t'as Climate Scam, t'as hashtag Climate Scam qui apparaît dans les premiers résultats. C'est fantastique. La popularité du hashtag a même doublé pendant la COP. C'est trop bien. Et voilà. Et c'est le fait d'un nombre assez limité de comptes en réalité. Il y a 10 comptes qui envoient le quart des tweets qui polluent le réseau. Bon, avec la politique de Musk, je sais pas. Est-ce qu'ils sont tranquilles? Est-ce que c'est des bots? Est-ce qu'il va les virer? Je sais pas. De toute façon, on peut jamais savoir. Pendant ce temps, les scientifiques, les vrais, eux, ils commencent à se casser, tout simplement, de Twitter. Parce qu'ils commencent à en avoir assez de servir de paratonnerre à insultes pour tous les allumés de la planète. Donc si ça continue, il va rester que les meilleurs sur Twitter, tu vois, la crème. De quoi rassurer les publicitaires. De la crème de la crème. C'est comme ils disent dans Top Gun, vous êtes la crème de la crème de la crème. C'est magnifique. Bon, la partie politique est clôturée pour cet épisode 300. Bon, écoute, je pense qu'on s'en est bien tiré, Guillaume. Pour l'instant, on n'est pas savonné, tu vois. On va être plutôt pas trop dans le côté négatif des têtes de gondole. Hein. C'est assez. Mais voilà, on va voir si on va pouvoir tenir la barre encore, parce que parmi les sujets phares qu'on aborde dans Tech Café, et vraiment peut-être, j'allais dire, les sujets de transformation les plus marquants qui peuvent nous passer sous les yeux, il y a l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est illustré notamment par les intelligences artificielles génératives qu'on a largement abordé cette année, qu'on va continuer de traiter très prochainement. Mais on va commencer un petit peu par les véhicules autonomes, Guillaume, avec des nouveaux tracteurs qui se veulent pouvoir labourer les champs et faire leurs tâches d'agriculture, mais sans agriculteurs à l'intérieur. Et oui, on passe un petit peu sur des trucs à roues, avec des moteurs, des tracteurs autonomes de Monarch, je sais pas trop, Monarch Tractor, qui est électrique en plus. Donc c'est un tracteur qui a la particularité d'être équipé 100% NVIDIA pour sa partie intelligence, on va dire. Donc il y a 6 processeurs Jetson Xavier NX. Les Jetson, c'est un petit peu comme des Raspberry Pi, mais dopés aux stéroïdes, aux amphétamines. Tu vois, voilà, chaque carte, c'est 6 cœurs CPU et un GPU Volta avec 384 cœurs, 48 cœurs Tensor, donc c'est des GeForce. En gros, c'est des petites GeForce. Et donc le tout à 8 Go de RAM, et le tracteur en embarque 6 pour gérer des flux vidéo qui sont principalement visuels. Donc il y a 6 caméras standards et 2 caméras 3D. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, en théorie, le tracteur peut se passer de GPS. Il peut se balader tout seul dans les champs, et en se repérant comme nous, avec des yeux quelque part. S'il a des yeux derrière la tête aussi, c'est encore mieux. Donc le Monarch est intéressant parce que c'est un tracteur relativement petit, et qui n'utilise finalement que des technologies relativement peu chères pour être autonome. Hein. Après, bien sûr, c'est aussi encore un peu plus dans l'hyper-technologie agricole, qui risque de rendre les agriculteurs toujours un peu plus dépendants de grosses boîtes tech. C'est vrai que, il y a un petit peu les deux côtés, quoi. Désormais, si un client paye pas l'abonnement de son tracteur, tu vois, le tracteur, il peut se casser tout seul et rentrer tout seul chez le constructeur. Il va se garer. C'est un petit peu inquiétant, peut-être, mais bon.
Puisqu'on y est aussi, on peut toucher 2 mots, parce que c'est un petit pull-up sur les robots tueurs de San Francisco. J'avais parlé de ces fameux... Donc oui, la ville a bien validé l'usage de la force létale en cas de force majeure par des robots, mais non, elle ne les autorise pas à être équipés d'armes à feu, par contre. Parce qu'il y avait eu des photos, effectivement, de drones, mais c'était des drones militaires qui étaient équipés avec des armes à feu. Et donc, comment qu'on va neutraliser le méchant, du coup ? Autrement. De manière plus subtile, avec l'endormir peut-être, Guillaume. Alors là, l'idée, c'était plus de leur faire exploser la tête, en fait, puisque l'idée, c'était... ça s'est déjà vu en 2016, c'était un robot démineur qui avait joué les kamikazes, littéralement, sur un tireur dans une fusillade de masse. Donc ça sera peut-être juste ça, tu mets une bombe sur un truc, ça l'explose la tronche, ou alors ce sera peut-être équipé de, je sais pas, tu peux imaginer que ce soit équipé de taser ou de gourdin, je sais pas, un bras avec un gourdin qui le neutralisera en le tapant dessus. Je sais pas, mais en tout cas, il n'y aura pas d'arme à feu. Bon, écoute, tant mieux, au moins, on est rassuré, il n'y a pas de balles dedans, on est rassuré, n'est-ce pas ? On peut, j'imagine que c'est... J'avais dit ça une fois dans un épisode, Guillaume, et je me rappelle que tu avais bien tiqué sur l'utilisation de cette expression, je vais le refaire là, mais c'est peut-être le sens de l'histoire, à savoir, peut-être pas. Allez, on continue avec nos algorithmes qui sont vraiment décidément bluffants et qui ont fait le buzz cette semaine avec notamment GPT-3 et la nouvelle incarnation, peut-être... celui qu'on a relayé le plus tôt dans la génération de textes qui vraiment, désormais décoiffe, on peut le dire peut-être, Guillaume. Et oui, la famille GPT s'agrandit. Alors il y a pas besoin, c'est pas un GPT-4 encore, c'est une sorte de GPT 3.5. Ça va venir. Finalement, voilà, mais c'est vraiment un 3.5 en fait pour l'un des modèles. Et c'est vrai que c'est un modèle de langage qui a beaucoup fait parler cette semaine, qui a eu énormément de succès. D'ailleurs, il y a des millions de gens dessus. Enfin, j'y suis allé, c'était d'ailleurs assez long parfois. Donc c'est OpenAI qui a continué finalement pendant ces 2 ans à peaufiner GPT-3 et qui a sorti 2 nouveaux modèles. Donc il y en a un qui s'appelle GPT Chat et l'autre qui s'appelle DaVinci 003. Donc c'est vraiment du 3.5 on va dire. Donc GPT Chat, comme son nom est choisi avec le plus grand soin l'indique, c'est un chatbot. Donc c'est GPT-3 mais modifié pour être conversationnel et donner des réponses de qualité. Donc en fait il a été traîné à ça par renforcement et par des humains qui ont dû donner une note à chaque réponse du robot. Le résultat, c'est un chatbot qui donne des réponses de meilleure qualité, qui se souvient donc aussi du fil de la discussion et qui peut parler sur tous les sujets, peut expliquer des trucs, et en fait, il fait pas mal penser à Galactica. Donc il peut se comporter comme une sorte de robot Wikipédia, de professeur c'est tout. Il peut répondre à tout type de questions sur les sciences, les faits historiques, tout ce que tu veux. Il est tellement doué qu'il peut même écrire d'ailleurs une dissertation ou un exposé sur n'importe quel sujet en quelques secondes. Donc le cauchemar de tous les profs de lycée se rapproche à grands pas de plus en plus, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, c'est impressionnant. Même collège et études, études spécialisées. Oui, même à la fac, ça peut être chaud. C'est clair. Il peut aussi être utilisé pour produire du code comme un copilote, ou pour t'expliquer les erreurs dans ton code encore plus dingue. Tu peux explicitement lui demander de simuler un terminal Linux. Tu lui dis, simule un terminal Linux, et après, si tu fais ls, si tu fais les commandes Linux, il simule les sorties. Donc si tu fais ls, il t'affiche une liste de fichiers ou de répertoire, tu peux changer de répertoire, tu peux installer des packages, et tout ça reste cohérent en fait. Il fait une simulation. Si tu lui rentres une ligne de code en shell complexe avec un calcul dedans, il sort la réponse. Il est même capable de simuler un jeu d'aventure textuel, un MUD, il peut résoudre des équations. Il peut halluciner un BBS, ouais, tout à fait. Honnêtement, c'est vrai que ça met sur le cul, je l'avoue, c'est vraiment extraordinaire. Si tu lui mets des lignes de code et que tu lui demandes qu'est-ce qui va pas dedans, il te l'explique. Que c'est l'allocation, tu fais mal l'allocation, tout ça. Et puis comme si ça suffisait pas, si tu lui demandes de le faire avec l'accent d'un pirate cartoon, il le fait, ou avec l'accent d'un gangster des années 50, il le fait aussi. Enfin là, avec le style d'un gangster. Voilà, le modèle a aussi été entraîné pour refuser les demandes inappropriées, c'est quand même une nouveauté. Donc par exemple, il refuse d'insulter les gens pour limiter un petit peu la toxicité. Et ça marche relativement bien, mais attention, ChatGPT, il souffre exactement des mêmes problèmes que Galactica. Et OpenAI, d'ailleurs, le mentionne bien dans sa mise en garde, il dit n'importe quoi des fois. Et quand il sait pas, des fois il s'en rend compte, entre guillemets. C'est-à-dire, si tu le fais remarquer, il admet qu'il invente. C'est assez rigolo à voir. Par exemple, si tu lui demandes de raconter ce qu'a fait Christophe Colomb en 2015, GPT-3, le GPT-3 standard, il va te le dire. Il va juste mentir, il s'en fout. Enfin, il va raconter n'importe quoi, mais ChatGPT, lui, il va refuser. Bon, souvent, il brode, comme d'habitude, et puis c'est tout. Et il invente aussi des fausses biographies, il fait des erreurs, il n'y a pas de souci. Les réponses les plus pertinentes et limpides côtoient encore des grosses erreurs ou des gros fantasmes, et j'ai discuté quelques minutes avec.
J'ai eu un débat passionnant sur les fours à micro-ondes d'ailleurs, et en français, s'il vous plaît. Non, c'est vrai. Et c'était impressionnant. Je lui demandais, mais alors comment ça marche un four à micro-ondes? Tu sais ce que t'as un four à micro-ondes et tout ça, comment tu le nettoies? On comprend mieux comment tu fais les chroniques des composants et les explications des processus. Exactement. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Voilà. Alors d'accord, la graisse, l'eau, le sucre sont chauffés par les micro-ondes, tout ça, d'accord. Et à un moment, patatras. Le verre est-il chauffé par les micro-ondes? Et la réponse du robot, c'est oui, le verre peut être chauffé par les micro-ondes. Le verre est composé de silicates de sodium qui contiennent des molécules d'eau, de sucre et de graisse. Ah bon? Il y a de l'eau dans le verre et du sucre et du gras. Il y a des saucisses aussi, je sais pas. Donc voilà, en moins de 5 minutes, il était déjà aux fraises quand même. Hein. Donc bon. Alors, encore plus grave que mes problèmes de micro-ondes, rendez-vous compte, ChatGPT a aussi été banni de Stack Overflow. Parce que sur Stack Overflow, on pose des questions de programmation, on se partage des exemples de code, tout ça. Et c'est des choses que ChatGPT peut faire, mais il les fait encore trop mal. Les modérateurs du site disent qu'il devient très très facile pour n'importe qui d'inonder le site de réponses générées en 2.2 avec GPT, mais la qualité des réponses, elle est beaucoup trop faible. Le taux d'erreur est encore beaucoup trop haut, quoi. Et en plus, les exemples ont l'air justes, ce qui les rend vachement dangereux, en fait. Donc si ChatGPT, c'est une amélioration par rapport à GPT-3, on n'est pas du tout au bout du chemin. Ni OpenAI, ni Meta ne peuvent encore prétendre avoir fait un chatbot fiable hein, qui va remplacer une encyclopédie, un moteur de recherche, un assistant codeur et ton ami d'enfance. Je veux dire, tout ça à la fois. C'est dommage, mais ils y travaillent, mais bon, pas encore. Donc OpenAI, il est en train de travailler justement à une version qui s'appelle WebGPT, qui serait capable d'aller chercher des infos sur le web hein, et de donner des sources sur sa réponse. Donc, ChatGPT pourrait être en fait modifié avec ce truc dans les mois qui viennent, donc ce sera un gros progrès quand même. Et donc ça c'est ChatGPT, donc il a beaucoup amusé, mais c'est pas le seul. Donc il y en a un autre qui a aussi beaucoup impressionné, qui moi m'a aussi beaucoup amusé, c'est DaVinci. Alors je sais pas si vous êtes en première aile, DaVinci peut peut-être même vous aider à pécho puisque c'est un cousin de GPT-3 mais qui est capable d'écrire de la poésie. Tout à fait convaincante d'ailleurs. En fait, DaVinci, il n'est pas fait pour ça, il n'est pas fait pour écrire de la poésie, c'est juste l'aboutissement, on va dire, de la lignée GPT-3. C'est le plus sophistiqué de tous les modèles pour l'instant. Et n'empêche qu'il est capable de faire des acrostiches, il est capable de faire donc de la poésie, il est capable d'écrire des slogans, des poèmes satiriques, et le pire, c'est que c'est qu'un effet collatéral, quoi. Il est juste conçu pour donner des réponses plus longues et comprendre des prompts plus complexes que le GPT-3 de base. C'est vraiment impressionnant. Alors, vous pouvez vous amuser dessus avec le Playground OpenAI, il suffit de se loguer, je sais pas, avec Google par exemple. Donc j'ai essayé de lui faire générer un poème sur les podcasts que j'ai trouvé assez naze. Globalement, il y en a un dans les notes, je sais pas si on le mettra ou pas, mais c'était pas incroyable, mais voilà. Donc je me suis évidemment posé la question, forcément. Question que vous vous posez peut-être aussi. Quand est-ce que je vais enfin pouvoir faire écrire mes chroniques à une IA et prendre ma retraite? Parce que c'est ça. C'est pas déjà le cas. C'est pas déjà le cas, du coup. C'est bien, c'est rassurant. Non, c'est pas déjà le cas. Et non, c'est pas déjà le cas. Et d'ailleurs, à ma grande déception... Est-ce que ce sera le cas pour l'épisode 400? Eh ben, c'est une grosse question. 2 ans, tu sais, je sais pas. Pour l'instant, à ma grande déception, c'est pas possible. Parce que les modèles sont entraînés sur des textes qui sont figés dans le temps et qui datent un petit peu, forcément. Tu vois, par exemple, ChatGPT, il connaît pas grand-chose à ce qui s'est passé après 2021. Et donc, nous, comme on fait de l'actu, bah, c'est mort. Donc, je vais devoir continuer à les écrire moi-même. Les chroniques, hein, c'est fini. Mais bon. Pour combien de temps? Eh ben, je sais pas. Je suis sûr que les auditeurs ont très envie que ça continue à être toi qui prépare les chroniques. Et donc, il faut, vous avez compris, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, continuer à nous soutenir sur Patreon ou nous faire des petits retours pour nous dire à quel point Tech Café revêt un intérêt particulier pour vous. Ça fera évidemment très plaisir. Et ça te motivera à continuer à pas te remplacer par une IA. Guillaume, quand on avait parlé de ces algorithmes... Comment? Non, mais ça paiera mes tokens pour OpenAI, surtout. Ah oui, c'est vrai, oui, effectivement. Ouais. Oui, enfin, c'est vrai que c'est hyper accessible et gratuit. C'est quoi le modèle? À partir de quel moment faut payer et quand tu utilises l'API, là, quand t'es dans le Playground, tu fais, voilà, tu peux l'utiliser un petit peu. Mais si tu veux l'intégrer dans une API ou utiliser un grand nombre de, tu vois, utiliser un grand nombre de tokens, tout ça, il faut payer au token. Ouais, c'est comme Midjourney et finalement tous ces algorithmes du coup. On avait parlé justement donc avec les algorithmes génératifs, les myriages notamment, d'une utilisation qu'on n'avait pas forcément vu venir mais qui concernait la compression des informations. Et là justement il est encore à nouveau question de décompression d'images, Guillaume.
Ouais, alors c'est de l'IA et c'est de la compression, mais c'est pas vraiment des mirages. On parlera des mirages un petit peu après parce que effectivement il y a encore beaucoup de trucs à dire dessus sur les images ou sur les protéines. Mais là c'est effectivement la compression de données et c'est une approche qui est assez assez originale, je trouve. C'est Google qui vient de publier en open source d'ailleurs un logiciel qui revisite le bon vieux format progressif des images. Donc souvenez-vous les temps anciens, des débuts de la DSL et avant. Les images sur Internet étaient souvent compressées de manière à ce qu'elles apparaissent progressivement. D'abord, t'as un vague truc très flou, puis une version un peu plus détaillée, enfin, t'as l'image complète. C'était l'époque. Il y avait les deux possibilités, soit on les chargeait de haut en bas, soit par apparition successive de plus en plus nette. Tout à fait. Et donc, c'était le format progressif, c'est de moins flou à plus flou, de plus flou à moins flou, quoi. Donc voilà, c'était l'époque antique où les pages mettaient du temps à se charger, non pas à cause des pubs et des gadgets inutiles, comme aujourd'hui, mais parce que les données circulaient vraiment pas vite. Donc, Google veut revisiter ça en y rajoutant une couche de deep learning pour faire un peu la même chose, donc afficher progressivement une image, mais en commençant par les morceaux de l'image qu'on regarde en premier. Donc, je sais pas, par exemple, t'imagines un petit chat dans son panier, bah, tu vas regarder le petit museau du petit chat en premier, probablement, tu vois. T'as une star une star en décolleté à Cannes, tu vas regarder, tu vois l'idée. Donc, le but, c'est d'utiliser un modèle de deep learning qui a appris sur chaque image où sont les points d'attention. En théorie. C'est un rendu fovéal, mais qui n'est pas basé sur là où on regarde en temps réel, mais plutôt là où on est probablement en train de regarder. C'est exactement ça. Donc en théorie, si je sais où se pose le regard en premier, puis où est-ce qu'il va aller ensuite, etc., je peux faire en sorte de décoder les portions d'image dans l'ordre et assez vite pour que je puisse même pas le remarquer. En fait, le décodage progressif devient littéralement invisible. Enfin, ça, c'est si ça marche exactement comme prévu. Alors, il y a une démo, elle marche pas sous Firefox, elle marche sous Chrome, donc j'ai dû lancer Chrome, j'ai pris une douche après, vous inquiétez pas. Effectivement, sur les images de démo, ça marche plus ou moins bien. En fait, quand il y a des visages, ça marche très bien, parce qu'évidemment, ton regard est attiré d'abord vers le visage. Quand le sujet est assez clairement défini aussi, après, bon, c'est vrai que quand c'est des paysages ou des trucs un peu texture, comme ça, c'est un petit peu moins convaincant, mais c'est pas progressif. Le site, on montre juste les parties qui sont défloutées en premier. Voilà, de toute façon, je sais pas si ça ira très loin, parce que l'algo est utilisé avec JPEG XL pour l'instant, et c'est un format que j'ai l'impression que pas grand monde n'utilise encore, donc même si c'est dommage. Donc je sais pas où ça va aller, mais c'est original. Bravo. On continue avec les modèles qui cette fois-ci se mettent à la constitution, Guillaume, de protéines. Il me semble qu'on avait parlé de la constitution d'acides aminés. Non, mais on avait parlé effectivement exactement de ça, mais ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, chacun a son moment mid-journée, quoi, j'ai l'impression, tu vois. On a eu un choc avec les images, là, voilà, cet été, avec ChatGPT et puis les poèmes de Da Vinci. Il y a eu un petit moment comme ça pour la génération de texte cette semaine, j'ai l'impression, où il y a eu vraiment énormément de messages dessus. Oui. Et ben, il n'y a pas de raison, les biologistes aussi, ils ont leur moment mid-journée. Qu'est-ce que tu crois? Donc, il y en a même deux, en fait, puisqu'ils ont désormais à leur disposition deux logiciels. Il y en a un qui s'appelle Chroma et l'autre qui s'appelle Rosetta Fold, donc Rosetta avec 2 T. Et la ressemblance avec les générations d'images, finalement, ça s'arrête pas là, puisque c'est des outils qui utilisent aussi des modèles de diffusion. Donc on avait déjà parlé effectivement d'articles qui exploraient un petit peu ces pistes, mais là, c'est des vrais produits. C'est des logiciels qui sont aboutis, comme Stable Diffusion l'est effectivement pour le grand public. Et globalement, elles suivent, ça suit le même chemin, quoi. C'est-à-dire qu'on prend des recherches antérieures qui ont été appliquées à des datasets relativement petits, et puis on les met sur des énormes datasets, sur beaucoup plus de machines, et du coup, ça fait des IA génératives qui sont prêtes pour la production, quoi, tu vois, qui font leur entrée officielle en biologie. Donc alors évidemment, pour les biologistes en guise de prompt, ils vont avoir des listes de contraintes sur la forme des molécules, etc., des trucs de chimistes, quoi. Et bon, un petit peu comme un DALL-E, ensuite, le logiciel va générer plusieurs variantes et que les chercheurs peuvent sélectionner exactement comme dans ton logiciel. Et les deux logiciels sont un petit peu... Enfin, ils fonctionnent de manière très légèrement différente, mais fondamentalement, ils permettent la même chose, quoi. C'est-à-dire se concevoir de nouvelles molécules qui sont ultra complexes, mais au kilo et en quelques minutes, et de la forme qu'ils veulent. Wow. À tel point qu'ils se sont même amusés à fabriquer des protéines de la forme de toutes les lettres de l'alphabet. Et donc, comme avec Stable Diffusion, d'ailleurs, les résultats donnés sont parfois pas géniaux. Tu sais, imagine, des gens avec des mains à 7 doigts ou 4 bras, tu vois, ou 3 cuisses, là, c'est pareil, avec des molécules. Donc, il y a un petit tri à faire, mais dans le cas de Chroma, il y a un test qui a montré que 55% des productions ont effectivement une chance d'exister sous cette forme-là. Et dans celui de Rosetta Fold, ils ont même carrément entrepris de synthétiser une molécule qui s'attache à une hormone de la parathyroïde. Ils ont juste demandé au logiciel que la molécule s'attache bien. Et après, ils l'ont synthétisé, puis ils ont vérifié en labo que c'était bien le cas. Et c'est le cas. Non, la molécule s'attache, et elle s'attache même mieux que toutes celles qui existent déjà. Donc, écoute, on est en train de vivre une révolution technologique. C'est pas moi qui le dis, c'est le PDG de Generate Biomedicine. C'est
Parce qu'évidemment, tu peux imaginer comme ça de synthétiser des nouveaux médicaments beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus de variété. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, quoi. Ouais, très enthousiasmant. Ça, c'est très cool. Autre cas d'application de ces algorithmes, c'est les interventions dans le domaine du cinéma. On avait eu de la génération de visages de personnes décédées, avec plus ou moins de réussite selon mes souvenirs, mais ça progresse, et là on arrive à une nouvelle étape. Guillaume, on n'a pas forcément besoin d'attendre que les personnes soient décédées pour utiliser les algorithmes, mais déjà s'ils sont trop vieux, on va pouvoir faire quelque chose déjà. Ouais. C'est un petit peu tard pour Indiana Jones 4, j'ai l'impression, mais bon. Des acteurs qui sont rajeunis ou vieillis par des effets spéciaux, c'est sûr que c'est pas nouveau. Ils se souviennent, je sais pas, de Benjamin Button, par exemple. Mais en l'occurrence, Brad Pitt avait été scanné en 3D. Donc, on avait fait une sorte de masque et qu'on avait vieilli en 3D. Puis ensuite texturé, puis on avait superposé ce masque-là sur un corps d'enfant, au début du film, par exemple, etc. Voilà, vous voyez bien, c'est un sacré boulot, quoi. Et les artistes qui se sont tapés ce boulot-là à l'époque, donc c'était 2007-2008, mais ils doivent l'avoir mauvaise quand ils voient Disney sortir le nouvel outil qu'ils ont sorti là. L'outil s'appelle Fran, comme la nounou d'enfer, et il permet de vieillir ou rajeunir un acteur en vidéo de manière totalement automatisée. Tu choisis l'âge, et puis c'est tout, en fait. La personne est modifiée, elle reste elle-même, tu la reconnais vraiment bien, mais elle rajeunit ou elle vieillit de manière réaliste, et c'est production ready, c'est-à-dire que la qualité des productions est suffisante dès aujourd'hui pour être utilisée dans la télé ou le cinéma. Donc en gros, c'est l'alliance d'un deepfake et d'un système de génération de visage du type This person does not exist. Et justement, en fait, ces algorithmes donc, de type GAN ont été extrêmement utiles parce qu'ils ont... Fran, j'ai oublié de dire, Fran, ça veut dire Face Reaging Network. Donc en gros, ce qu'il leur fallait, c'est avoir suffisamment d'exemples de gens qui vieillissent. Et ça, c'est pas forcément évident à avoir, parce qu'il fallait évidemment toutes les étapes. Donc voilà, le plus d'exemples possible. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris... en gros, ils ont pris This Person Does Not Exist, donc ils ont pris globalement le même type d'algorithme. Ils ont généré des dizaines de milliers de gens qui sont complètement évidemment factices. Et ensuite, ils ont utilisé un autre algorithme, un autre système pour les vieillir, donc artificiellement. Et ensuite, ils ont entraîné Fran. Et du coup, Fran, maintenant, il est capable d'aller à la fois dans un sens et dans l'autre, puisque de toute façon, il a vu les gens vieillir. Il a vu des gens très jeunes vieillir, ou des gens qui étaient déjà un peu entre deux âges vieillir, et donc il sait tout faire. Donc voilà, ça y est, fini le maquillage pour faire des sauts dans le temps, fini, le potentiel est absolument énorme, évidemment. Je ne sais pas quel métier, tu cites les maquilleurs et les maquilleuses, je ne sais pas quel métier va être épargné par les progrès technologiques. Il va y avoir forcément des transformations. C'est pas nouveau, mais on le constate de plus en plus. On va terminer cette rubrique avec Stable Diffusion dont tu nous avais parlé, qui était disponible au travers d'une application sur macOS, donc qu'on pouvait faire tourner en local. Alors ça demandait quand même pas mal de RAM et pas mal de temps de génération, mais il y a peut-être du mieux, Guillaume. Et oui, tu vas être content. Donc deux petites nouvelles Stable Diffusions. Donc une qui va te faire plaisir, tous les utilisateurs Mac qui ont des M1 ou des M2, puisque en général, en règle générale, si vous utilisiez par exemple Diffusion B, ça utilisait les shaders des M1 et des M2, donc une sorte de petit peu la force brute. Mais la semaine dernière, Apple a sorti une optimisation pour Core ML. Donc Core ML, c'est son framework de machine learning qui permet à Stable Diffusion de tourner sur le Neural Engine d'Apple, qui est effectivement fait pour ça. Il est fait pour faire tourner des modèles de deep learning. Alors pour ça, il faut convertir le modèle en fait pour qu'il soit accéléré par le NPU du M1. Donc Stable Diffusion, c'est assez compliqué, c'est 4 réseaux, il y a plus d'1,2 milliard de paramètres. Donc Apple avait publié un article sur comment déployer des transformers sur M1, et alors Stable Diffusion, il est quand même 20 fois plus gros que l'exemple qu'ils avaient donné, donc ça a demandé un petit peu de boulot, mais maintenant il y a des scripts de conversion qui sont disponibles sur GitHub, et donc Stable Diffusion, en gros, profite du hardware optimisé donc pour le machine learning, ce qui fait qu'il double sensiblement ses performances sur les Mac, donc c'est vraiment appréciable. Donc il y a un Apple M1 Ultra, donc c'est le plus haut de gamme, il atteint 9 secondes pour générer une image, et c'est proche du score d'une 3060. Donc voilà, alors donc ça c'était la première New Stable Diffusion, et on conclut sur un truc qui m'a marqué, que je trouvais intéressant à remarquer, c'est que Stable Diffusion devait sortir sur une application de dessin qui s'appelait Clip Studio Paint, et elle a été annulée. Donc la boîte avait annoncé l'arrivée de ce service de génération d'images, un petit peu comme sur DeviantArt, le 29 novembre, et le modèle, de toute façon, n'allait pas être entraîné sur les productions des gens, ni rien, tu vois. Mais ça a créé un gros backlash, et ça a été annulé. Donc la boîte qui faisait ça, c'est celle-ci, c'est une boîte japonaise. Et en fait, il semble qu'au Japon, la communauté artistique soit très hostile envers le générateur d'images comme DALL-E ou Midjourney et compagnie.
Et ce qui est intéressant et que j'avais pas forcément identifié, et pourtant c'est idiot, hein, c'est qu'il pourrait y avoir des réactions très différentes selon les pays. Moi, je sais pas pourquoi j'imaginais que les artistes un peu partout, tu vois, auraient à peu près les mêmes réticences, grosso modo, ou les mêmes réactions, mais pas du tout. Si on en croit un rapport de Rest of World, la Corée et le Japon seraient particulièrement hostiles aux IA qui dessinent. Et c'est pas un hasard, hein, probablement, si c'est aussi les pays du manga, de l'animé, du manhwa. Stable Diffusion cristallise là-bas d'énormes craintes, hein, qui sont pas totalement infondées, hein, puisqu'il y a assez tôt, hein, Stable Diffusion a eu des modèles qui sont fine-tunés pour les mangas, il y a eu Waifu Diffusion, il y a eu Anything, mais en fait ça date d'avant. Il y a Radius 5 qui a lancé Mimic en août. Radius 5 qui proposait aux artistes en fait de s'intégrer eux-mêmes dans le modèle. Alors c'est une boîte japonaise, Radius 5, hein, pour que donc le modèle génère selon leur style. Donc ils ont recruté 5 dessinateurs qui ont immédiatement été pris pour cible sur les réseaux sociaux. Ça a vite tourné au vinaigre. Les illustrateurs hurlaient que ça allait vider leur travail de toute valeur, bien sûr, et voilà, les gens se sont mis à uploader des œuvres qui leur appartenaient pas, bien entendu. Donc le service a été retiré. Et sur le Twitter japonais, il y a eu vraiment un hashtag qui s'appelle No AI Learning. Alors, c'est écrit en japonais, mais bon, c'est ça que ça voulait dire. Ce hashtag s'est envolé et il court encore aujourd'hui. Et donc ensuite, il y a eu Novel AI qui a soulevé les mêmes hostilités. Novel AI n'est pas japonais par contre, hein. Mais quand il s'est mis à proposer de la génération d'images façon manga, les résultats étaient très bons d'ailleurs, hein. C'était même à s'y méprendre. Les modèles, voilà, c'est vraiment, ça suscitait exactement le même truc. Novel AI a même été attaqué, il y a eu des attaques DDoS qui venaient du Japon et de Corée. Donc le community manager de Novel AI expliquait que le tollé venait probablement du fait que beaucoup de Japonais considèrent les illustrations d'animés comme un produit d'exportation. Si des machines n'importe où dans le monde en font les mêmes et de magnifiques, il y a de quoi avoir peur quand même, hein, pour son gagne-pain, et c'est vrai que c'est un problème qui n'est pas résolu, loin de là. Il y a au moins deux des plus gros youtubeurs japonais qui ont appelé leurs abonnés à plus utiliser d'IA, et les IA sèment le doute un peu partout. Et maintenant, les illustrateurs professionnels ou amateurs, hein, doivent parfois montrer leur travail en cours pour prouver qu'ils n'utilisent pas secrètement une intelligence artificielle. Et pourtant, au Japon, la DIET a modifié la loi en 2018 pour permettre l'agrégation massive de données sur le deep learning. Ça veut dire que les boîtes qui les utilisent ont peu de chances d'avoir des problèmes de ce côté-là. Donc Novel AI ou Mimic, à mon avis, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le Japon est un énorme producteur de dessins, d'illustrations et de mangas et d'animés. C'est une énorme industrie, il y a énormément de gens qui vivent de ça, hein, du dessin fixe ou animé. Et c'est aussi un pays qui a d'ailleurs, évidemment conjointement, une énorme communauté de fans qui sont très loyaux à leurs auteurs. Mmh. Et la Corée aussi, hein, dans une certaine mesure. Du coup, c'est vrai que c'est un cas très intéressant parce que c'est vraiment un pays où c'est intéressant de voir comment ça va évoluer cette situation entre IA et artistes. Mmh. Tu vois. Pour beaucoup d'entre eux, les IA pourraient être aussi une aide précieuse. Je veux dire, quand tu fais un manga, pour t'aider pour faire un décor ou pour faire des trucs, tu vois, ça peut être vraiment utile. Mais en parallèle, est-ce que tu serais à l'aise d'être intégré dans un dataset pour voir ton style reproduit à l'infini, tu vois? Donc, clairement, les auteurs sont pas à l'aise avec ça et on les comprend. Mais donc, c'est un pays qui est vraiment un cas intéressant à regarder. C'est hyper intéressant parce que c'est une problématique qu'on aborde depuis le début quand on voit ces sujets arriver et on les traite toujours sous l'angle de la perception un peu occidentale, un peu proche de nous, quoi, dans les cultures proches des nôtres, mais on va aussi voir la manière dont ça se traite dans d'autres pays et d'autres cultures. On conclut cet épisode avec une rubrique jeux vidéo, avec, pour commencer, du matériel du côté d'Apple, peut-être demain, Guillaume, pour de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, va savoir. Oui, écoute, en allant vite, disons qu'Apple finalement, on a su comment allait s'appeler le système d'exploitation du prochain casque Apple. Qui n'est pas Reality OS. Et non, mais bon, c'est pas beaucoup plus original finalement, ça s'appelle XR OS pour XR comme Mixed Reality. De toute façon, XR, c'est aussi comme ça que s'appellent les Qualcomm, tu sais, les puces Qualcomm qui équipent les MetaQuest, donc pas d'une originalité extraordinaire. Bon, par contre, quand est-ce que va arriver le casque, on ne sait pas trop. Il y a Ming Chi Kuo, qui est notre voyante Apple favorite, qui dit que finalement, peut-être ça pourrait être déplacé, parce qu'apparemment, il y aura des problèmes software, et peut-être que, du coup, le casque n'arriverait que dans la deuxième moitié de 2023. Donc, on verra, on n'en sait rien, mais il est possible que le casque soit annoncé relativement tôt, c'est possible. Par contre, il est possible que qu'on ne puisse l'acheter que plus tard par rapport à ce qu'on croyait.
Alors peut-être que ce sera décalé, on vous tiendra évidemment au courant, mais je suis sûr qu'on verra le sujet passer tôt ou tard. Guillaume, tu as une autre proposition dans le monde du jeu vidéo, celle de nous aider à incarner notre avatar dans des environnements de réalité virtuelle. C'est Sony qui propose, on va le dire hein, quelque part, peut-être des sortes de AirTags à se mettre sur le corps pour mieux restituer les positions de nos différents membres. Bah écoute, c'est intéressant de voir que bon, c'est marketé pour le métaverse, mais en réalité c'est utile, je pense, si tu fais voilà, de la vidéo, même du de Just la Dance, 3D, tu vois, même de la vidéo 3D, parce que je veux dire, en fait, ça s'appelle Mocopy et c'est un dispositif de motion capture, de capture des mouvements, mais qui est ultra démocratisé et en fait qui est beaucoup plus simple. Il suffit de se mettre un capteur qui effectivement fait la taille d'un AirTag, quoi. C'est une petite pastille comme ça. Vous en mettez un sur chaque poignet, un sur chaque cheville, un au niveau des hanches et un sur la tête, grâce à un bandeau. Et en fait, quand tu bouges, ben, comment dire, la position de tout le reste, elle est déduite par rapport à la dynamique du squelette. Et finalement, tu peux imprimer ça sur un modèle en 3 dimensions. Donc bon, voilà, dans la démo, tu vois donc des gens qui dansent comme ça et à côté il y a l'avatar qui est donc une espèce de petite idole à la Tsune Miku qui danse exactement de la même manière. Et en fait, c'est juste de la motion capture. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça coûte que 345. Enfin, ça coûterait que 345 €. Ce serait pour janvier 2023 au Japon. Et c'est juste une démocratisation incroyable de quelque chose qui était réservé il y a pas très longtemps finalement tu vois, au cinéma, quoi. C'est assez incroyable de se dire qu'on peut facilement faire de la motion capture comme ça avec un prix très raisonnable. Et du coup, bah oui, ça peut ouvrir la voie de la production 3D ou effectivement peut-être aussi à du métaverse un jour. Mais donc voilà, ça s'appelle Mocopy. On ne sait pas par contre si ça sera distribué un jour en Europe. Pour l'instant, c'est prévu qu'au Japon. Une opportunité de créativité probablement qui se dessine avec ça aussi. Guillaume, t'as déniché une nouvelle petite console qui est tout à la fois un peu une Switch dans plein de ses aspects, mais qui va un peu plus loin parce que c'est une Switch qu'on pourrait transformer en casque de réalité virtuelle. Ça sent un peu la console Frankenstein, mais bon, on va savoir. Bah écoute, c'est une Switch qui a couché avec un MetaQuest, c'est exactement ça que c'est. Le Pimax Portal. Donc c'est une Switch, mais qu'on peut mettre dans un casque VR, comme on le faisait pour les téléphones au bon vieux temps. Vous vous souvenez du cardboard ? Vous avez cette espèce de casque vide dans lequel vous glissiez le smartphone, et il y a Samsung qui faisait ça, le Gear VR. Ben, en fait, c'est un Gear VR, mais avec une Switch. Donc voilà, c'est à peu près l'idée. Alors la machine, évidemment, c'est une Switch, mais quand même surboostée avec un écran 100 Hz. Pour la VR, c'est quand même mieux. Il y a donc évidemment le casque, est un truc un petit peu plus classe qu'un bout de carton. Et elle est équipée d'un Snapdragon XR2, donc comme le Quest 2, on en parlait. La résolution de l'écran aussi est à la hauteur, c'est 4K, c'est mieux pour encaisser la VR, parce que bon, la 720p de la Switch, je sais pas si vous avez testé la VR avec la Switch, avec le truc en carton. Moi j'ai essayé, ça marche, oui, mais enfin ça pique un peu quand même. Donc le truc est prévu avec une foule d'accessoires pour tous les usages, mais vraiment tous les usages, quoi. Il y a un dock, il y a plusieurs casques VR, je veux dire. Donc il y a un casque avec un fond plus resserré, donc pour les vidéos plutôt, où on a un petit peu plus de définition, ou plutôt jeu, donc un casque avec un fauve plus large, donc un peu moins de définition, mais on a une meilleure immersion. On a une station de streaming, on a même un PC gamer certifié Pimax, on a des arceaux pour les Joy-Con en mode VR, donc bon voilà, il y a plein de trucs. C'est un cas typique de console qui veut absolument tout faire, pour un prix qui varie de 3 à 600 $. Je sais pas, est-ce que tu achètes, mon cher Guillaume ? Non, honnêtement non, pas du tout. J'ai déjà pas assez de temps et je trouve que c'est suffisamment, comme je te dis, un peu Frankenstein. Je sais pas si c'est bien le genre de choses que les gens souhaitent. Bon, on verra. Ça a le mérite d'exister et moi j'encourage la créativité des constructeurs en tout cas. Et puis on va conclure cette rubrique jeux vidéo avec la nouvelle saison de Fortnite. Il y a une mise à jour ce week-end avec une nouvelle île, évidemment tout ce qui va avec les nouvelles saisons, mais surtout, Guillaume, une petite nouveauté, puisque l'Unreal Engine, qui est exploité dans Fortnite et qui est surtout utilisé pour plein de jeux vidéo, mais qui utilise Fortnite comme une forme de vitrine de démonstration dans grandeur nature, a changé de version et il y a du plus. Ouais, Fortnite, donc saison 4, utilise désormais la toute dernière version de l'Unreal Engine, l'Unreal Engine 5.1, avec absolument toutes les options possibles. C'est ça qui est assez rigolo, parce que Fortnite, dans l'esprit de beaucoup de gens, enfin en tout cas dans le mien, c'est censé être un jeu relativement simple à afficher, parce que ça doit tourner sur énormément de trucs, quoi, tu vois, énormément de consoles, énormément de PC, pas forcément très puissants.
Et donc c'est assez marrant de voir Lumen, Nanite et les Virtual Shadow Maps arriver sur Fortnite. Donc ça veut dire que le jeu peut effectivement toujours tourner sur des brouettes si tu le mets en vraiment très basse définition, mais si tu le mets en mode épique, tu as droit au tout dernier luxe, avec des arbres qui font 300 000 polygones chacun, avec de l'herbe extrêmement détaillée, avec des éclairages incroyablement qualitatifs si tu vas dans des endroits avec des clairs-obscurs, tout ça. Effectivement, les démos sont assez impressionnantes. Hein. Si tu pousses Fortnite, donc saison 4 au maximum, c'est vrai que c'est un peu un ambassadeur quand même pour les technologies Unreal, et comme on sait, évidemment, l'incroyable popularité de Fortnite, c'est vrai que ça fait une belle tête de gondole, hein, puisque on en est là. Donc pour activer ces options sur PC, il faudra quand même, c'est mieux d'avoir une RTX 2080 ou une RX 7700, et si on veut utiliser donc ça sur PlayStation 5, il faudra quand même désactiver le mode 120 Hz pour avoir les meilleurs détails sur PlayStation 5 ou Xbox Series X. Magnifique. Et au passage, tiens, j'ai fait mes deux premières parties, Guillaume, sur Fortnite, parce que j'ai mon fils et il y a cette force. Oui, forcément. Mais je pense que ça va pas durer longtemps. Mais juste, je te donne quelques petits détails. J'ai mon fils qui a 10 ans et forcément, c'est un sujet dans la cour d'école. C'est clairement encore et toujours, je pense, le jeu à la mode. Et donc, il s'y est mis sur la Switch. Et le temps passant, forcément, argent de poche faisant, il a demandé à avoir le Season Pass. Donc, on a encadré un petit peu ça et on en reparlera à d'autres occasions. Donc il a profité de son Season Pass, mais forcément, alors pour la petite anecdote, il faut acheter des V-Bucks. Moi je les ai achetés sur le site d'Epic Games. Le problème c'est que si tu achètes tes V-Bucks sur le site d'Epic Games, tu les retrouves pas sur la Switch. Donc il nous a fallu installer Fortnite sur la PlayStation qui se connecte à son compte Fortnite sur la PlayStation pour utiliser ses V-Bucks, acheter le Season Pass, se déconnecter et se reconnecter sur la Switch pour retrouver son Season Pass. Je trouve ça d'un enfer absolu. Je peux comprendre qu'il y ait des motivations du côté de Epic Games pour se battre contre les problématiques de distribution de jeux pour l'utilisateur. C'est horrible. Je pense qu'il y a plein de gens qui achètent des V-Bucks et qui ne les retrouvent pas et juste ça doit être perdu pour eux. C'est fou. Bon, Guillaume, merci. Et donc pour compléter l'histoire, oui, j'ai fait mes 2 premières battles, donc j'ai un peu impressionné mon fils parce que je suis arrivé premier dans les 2 premières battles, mais bon, je sais bien que c'est des bots au début. Je suis très bon, mais je sais que c'est des bots au début. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cet épisode 300, pour la préparation de tous ces épisodes de Tech Café, y compris d'ailleurs les suppléments, parce que oui, si vous aimez la tech, sachez que chaque semaine, en plus d'un épisode qui vous donne le contenu essentiel de l'actualité tech, il y a aussi des suppléments qui sont parfois tantôt des entretiens, parfois des interviews et régulièrement d'autres news qu'on vous traite. Ce sera le cas du prochain épisode à venir dans quelques jours. On vous rappelle les incontournables. Il faut évidemment continuer à nous soutenir si vous trouvez que l'émission a un quelconque intérêt pour vous sur patreon.com/techcafé. Vous avez toutes les informations et en échange de quelques euros, vous pourrez bénéficier en plus des épisodes sans la pub et du chapitrage des épisodes. Et puis au-delà de ça, évidemment, on est ravis de prendre connaissance encore et toujours de vos avis sur Apple Podcast et Podcast Addict, et en plus on peut même échanger entre vous, vous pouvez même échanger entre vous et avec nous sur Discord. Le serveur a le lien dans les notes de l'épisode, et puis en plus peut-être que vous allez pouvoir interagir avec nous. J'en suis persuadé, Guillaume, si on a des auditeurs qui se disent bon, c'est décidé, à partir de cet épisode 300 je veux échanger avec Guillaume Poggiaspala, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Mais là, je crois qu'on pourra me retrouver en train de jouer à Akinator avec ChatGPT ou au charade, je sais pas trop. C'est logique. Je suis sûr qu'il peut le faire. On n'imagine pas le nombre d'évolutions que va amener ChatGPT dans les semaines à venir. Ça va être très créatif. Pour ma part, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et sur les réseaux sociaux. En général, j'ai pas beaucoup d'homonymes qui concurrencent ma présence, donc je serai évidemment ravi de vous y retrouver. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Et à tous.